Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le projet Éco-Contrôle, écologie des communautés et outils numériques pour augmenter la régulation naturelle des insectes ravageurs en agriculture. C'est un projet qui va débuter en mars prochain, qui va durer 5 ans, et qui est piloté par Astrid Cruot, qui est une chercheuse au INRA au CBGP. Et je ne suis pas Astrid Cruot, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui pour vous le présenter, donc c'est Jean-Claude Stréteau qui est dans la salle, et moi-même, Marguerite Chartois, qui allons le présenter à sa place. On est ingénieur au CBGP, on travaille avec Astrid et on participe au projet. Alors d'abord quelques mots de contexte. Donc le contexte, c'est que les insectes ravageurs des cultures sont au cœur de réseaux d'interaction très complexes qui impliquent les plantes cultivées d'une part, leur environnement naturel d'autre part, et leurs multiples ennemis naturels, qui sont des prédateurs ou des parasitoïdes. Les parasitoïdes sont des insectes qui peuvent pondre un œuf dans les œufs ou les larves d'autres insectes. Ici, celui qui nous intéresse, c'est le ravageur. Et le ravageur ne va pas survivre au processus puisque le parasitoïde se développe aux dépens de son hôte et le tue à la fin. Donc les parasitoïdes sont des régulateurs naturels des populations du ravageur. Et on a du mal à caractériser ces réseaux et identifier les leviers sur lesquels agir pour faciliter la régulation naturelle des ravageurs. Et donc ces leviers, ça pourrait être les pratiques agricoles et la structure et la composition du paysage, par exemple. Et donc pourquoi on a du mal à les caractériser ? Eh bien tout d'abord parce qu'on a du mal à identifier les espèces qui sont impliquées dans les réseaux et les interactions entre les espèces. Pour les parasitoïdes dont je viens de parler, les défis sont multiples car ils sont hyper diversifiés. Il y a plus de 15 000 espèces. Ils sont minuscules, la plupart font moins de 1 mm. Donc là, par exemple, sur l'échelle, vous voyez un guépier, un bourdon, et la petite tache noire au-dessus du bourdon, c'est non pas un, mais 2 parasitoïdes. Donc pour vous donner une idée de l'échelle. Et les morphotypes sont aussi similaires dans beaucoup de groupes. Là, ici, on a une image avec le genre Pteromalus qui contient 500 espèces. Et en fait, toutes les espèces se ressemblent. Cela dit, pour plusieurs groupes de ravageurs, la taxonomie est floue également. Donc, ça concerne les psylles, les alerodes ou les cochenilles. Donc ça, c'était la première difficulté qui est morphologique. On a une autre difficulté, c'est la reconnaissance de l'ADN. La technique la plus utilisée en écologie pour caractériser les communautés actuellement, c'est le métabarcoding. Ça consiste à collecter plusieurs insectes, les mettre en mélange et séquencer les espèces en mélange. Et donc, on obtient plusieurs séquences qui sont appelées des barcodes, qu'on va comparer à une base de données de référence qui contient des barcodes qui ont été validés. Et on aura l'identification des espèces qui étaient contenues dans le mélange. Alors ça marche très très bien pour plusieurs groupes emblématiques comme les magnifiques papillons de nuit. Ça fonctionne beaucoup moins sur les arthropodes des agrosystèmes car les bases de données de référence sont incomplètes et même parfois elles sont fausses. Ensuite, le métabarcoding pose un autre problème, c'est qu'on ne peut pas dénombrer les individus, on n'a qu'une information qualitative et on ne peut pas non plus caractériser les interactions entre les espèces. Ensuite, les hypothèses phylogénétiques, c'est-à-dire les arbres des parentés entre les parasitoïdes, donc comme illustré ici, mais aussi pour beaucoup de groupes de ravageurs, sont rares dans la littérature, on ne les connaît pas bien. Et à l'opposé, on a du mal à compiler manuellement les informations biologiques disponibles sur les espèces dans une littérature qui est foisonnante. Et donc à cause de ça, on a peu de recul sur l'évolution des traits de vie, sur l'estimation des traits de vie qui ne sont pas documentés dans la littérature, en particulier estimer si même des interactions sont possibles entre les espèces. Je passe. Cela dit, on est aussi dans un contexte avec des progrès récents en sciences du numérique qui peuvent nous permettre de surpasser les problèmes que je viens d'évoquer. Et donc, on peut envisager des développements sur les modèles de langage. C'est par exemple les modèles utilisés par ChatGPT. La vision numérique, c'est-à-dire la reconnaissance d'images assistée par intelligence artificielle, et la modélisation de liens possibles entre les espèces, mais des liens qu'on n'a pas directement observés. On peut aussi avoir des développements sur la modélisation spatiale, c'est-à-dire l'extrapolation géographique des connaissances locales, en s'appuyant sur des sources de données massives mais hétérogènes. Donc, par exemple, des images satellites, des bases de connaissances ou des réseaux de sciences participatives.
On a également des progrès récents en séquençage en temps réel. Donc avec une fiabilité accrue, des coûts réduits, on peut obtenir beaucoup de séquences d'ADN en peu de temps. Et grâce à ça, on peut envisager maintenant de caractériser massivement des communautés, cette fois-ci individu par individu, ce qui nous permet d'avoir cette fois-ci des données quantitatives. Et donc c'est dans ce contexte que la question de recherche du projet Éco-Contrôle est la suivante. Comment les facteurs biotiques et abiotiques, donc la phylogénie, l'environnement, les pratiques agricoles, l'introduction d'espèces exotiques, influencent la structure et la dynamique des réseaux d'interaction entre les plantes, qu'elles soient cultivées ou non, les insectes ravageurs indigènes mais aussi introduits, et les ennemis naturels, prédateurs et parasitoïdes. Et donc, par exemple, quelques questions plus précises dans ce sujet. On pourrait se demander quel est le niveau d'interconnexion requis entre la culture et l'habitat environnant pour réguler efficacement les ravageurs. Donc, par exemple, si on a une culture de citrus qui est pleine de cochenilles, si dans la bordure de la parcelle, on a une plante sauvage qui est elle aussi couverte de cochenilles, est-ce que c'est le même parasitoïde qui va s'attaquer à ces deux cochenilles? Et si c'est le cas, est-ce qu'avoir une plante couverte de cochenilles dans la bordure, c'est pas mal parce que ça va attirer le parasitoïde, ou au contraire, ça va diluer son effet de régulation dans la parcelle? Et donc, dans ce cas-là, est-ce que l'habitat naturel, dans cette situation, est un réel levier? Et puis, on peut aussi prédire les effets non intentionnels d'un auxiliaire relâché dans un programme de biocontrôle. C'est-à-dire en se basant sur les données qu'on a sur son spectre d'hôtes dans son aire d'origine, est-ce qu'on va bien pouvoir s'assurer qu'il va réguler le ravageur cible et qu'il ne va pas avoir des effets délétères pour la faune locale? Donc s'il est bien spécifique et efficace. Et donc le projet Éco-Contrôle va répondre à cette question, et c'est un consortium 100% académique qui concerne 14 équipes de recherche, 4 instituts, 5 établissements d'enseignement supérieur. Il va courir sur 5 ans, de mars 2025 à mars 2030, avec 50 permanents, 6 thèses, 3 postdocs et 3 millions d'euros. Les réseaux sont au cœur du projet et on va s'intéresser à plusieurs systèmes de culture, donc les pommiers, les citrus, les oliviers et le maraîchage, dans des parcelles d'agriculteurs volontaires qui appartiennent parfois déjà à des réseaux INRAE, localisés en France continentale, en Corse et en Guadeloupe. Et donc, rapidement, je vais vous faire un petit peu la structure du projet. Donc, dans le premier work package, on va s'intéresser à adapter les modèles de langage pour extraire de la littérature les traits de vie et les interactions des espèces des systèmes étudiés et les espèces qui menacent les systèmes étudiés. Ensuite, on va échantillonner les communautés d'arthropodes dans les parcelles et caractériser les facteurs et les variables explicatives potentielles, donc comme les pratiques agricoles, le paysage, à l'aide d'observations de terrain et d'analyses d'images satellites. Ensuite, on va identifier les espèces qu'on aura collectées et les interactions entre ces espèces par séquençage en temps réel des insectes collectés et reconnaissance d'images assistées par intelligence artificielle sur ces collectes. On va s'appuyer sur des bases de données de séquences d'ADN et d'images validées par les taxonomistes du projet. Et on va inférer la phylogénie entre les espèces pour mieux comprendre et prédire les interactions entre les espèces. Et à l'aide de ça, on va pouvoir reconstruire les réseaux dans le Work Package 4 en tenant compte des liens observés, mais également des liens prédits qui n'ont pas été observés. On va prédire les réseaux qui pourraient se former entre la faune locale et un élément exogène, et faire le lien entre les réseaux et les processus de régulation, et surtout identifier quels sont les facteurs qui vont augmenter la régulation naturelle. Donc ça, ces réseaux seront reconstruits à l'échelle locale de nos parcelles, et dans le Work Package 5, on va extrapoler ces réseaux locaux à l'échelle du territoire en mobilisant des données spatio-temporelles massives. Toutes les données, protocoles et pipelines générés par le projet seront stockées dans un système d'information commun à tout le projet, qui servira de base au dernier Work Package, qui est une réflexion sur la mise en place d'une plateforme d'épidémiosurveillance étendue, avec les porteuses et porteurs d'intérêt de la surveillance du territoire, des instituts techniques, des agriculteurs, en incluant des enquêtes sociologiques, des actions de sensibilisation aux régulations naturelles, par exemple à l'aide d'enseignements ou de cafés citoyens. Et donc je vous remercie de votre attention et je vous ai mis les coordonnées d'Astrid Cruau qui pilote le projet si vous avez des questions très précises auxquelles je ne saurais pas répondre.
Merci. Est-ce qu'il y a, on a le temps pour une question? Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'en pose une justement. Dans la partie sur les LLM et sur l'IA, votre idée c'est d'adapter des choses existantes ou de construire des nouvelles choses? Parce que on peut prendre les deux, on peut prendre ChatGPT ou d'autres, les adapter, faire du fine-tuning pour avoir un truc petit et spécifique, mais on peut partir des choses qu'on a et construire quelque chose de directement spécifique. C'est plutôt quelle approche? Alors pour les modèles de langage, là je ne peux pas trop répondre parce que je les connais moins bien, mais pour la reconnaissance d'image, on va s'appuyer sur des modèles qui existent déjà. Donc je crois que celui qui a été identifié, c'est Detectron. Et donc on va simplement entraîner la dernière couche pour reconnaître les insectes de notre projet et valider les images ensuite, avec les connaissances des taxonomistes. Ok, merci bien. Donc, pas d'autres questions. Ah si, pardon, excusez-moi. Merci. Alors merci beaucoup de cette présentation. Donc nous on est content qu'il y ait un projet comme ça qui soit financé dans le cadre du PEPR parce que ça nous permet de monitorer un peu les effets d'environnement. En fait, j'ai une question liée au fait qu'il faut qu'on arrive à mesurer l'impact sur l'environnement des changements de pratiques pour l'agroécologie. Est-ce que dans nos rêves les plus fous, on pourrait imaginer que le monitoring qui va être fait sur les ravageurs, avec les cas d'études qui sont inclus dans le projet-là, au fond, soit un peu les mêmes cas d'études que ceux qui sont présents dans d'autres projets? Est-ce qu'on pourrait imaginer quand même que dans le cadre du PEPR, les différents cas d'études soient partagés de manière à savoir si du monitoring, par exemple d'environnement, pourrait être fait sur d'autres cas d'études que ceux que vous avez identifiés? Parce qu'au fond, on aurait besoin d'avoir des mesures d'impact environnemental sur des pratiques qui seraient préconisées par ailleurs. C'est juste que c'est peut-être pas inclus, peut-être qu'au fond, il y a davantage de cas d'études partagés que ce qu'on imagine, mais peut-être qu'on aurait intérêt à regarder aussi un peu comme ça, parce que capitaliser sur les changements de pratiques et mesurer l'impact sur l'environnement, on en a absolument besoin pour vérifier que l'agroécologie, ça fonctionne et qu'au fond, les performances sont multiples, y compris environnementales. Donc voilà, je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, mais voilà, ayez ça en tête, parce que les cas d'études, ils se multiplient, et si on peut en fédérer quelques-uns sur des questions groupées, ça serait sûrement intéressant. Oui, je suis sûre qu'il y a des communications entre les projets qui vont se faire. On a choisi plusieurs cultures parce qu'il fallait bien commencer par là. Je pense que la première difficulté, c'est mettre au point les outils et tester tout ça. Et c'est déjà un gros challenge. Et effectivement, après, l'idée, c'est évidemment de généraliser et de s'attaquer à d'autres cultures. Oui. Très bien, merci. Donc on va maintenant passer alors à une séquence de gens encore plus jeunes. Donc voilà, merci encore.